Tu n'hésites pas. Donc on va parler de la PKR transépithéliale ou trans-PKR, qui est un terme un peu difficile vis-à-vis des patients qui peuvent penser qu'on fait un smile à travers l'épithélium. Je te prends ça, merci. Donc pour enlever l'épithélium, on a tous ces choix. Et au laser excimer, ça a commencé quand même il y a 30 ans déjà, où on faisait d'abord une PTK suivie d'une PKR. Alors, l'ablation commence à se passer. On sait que l'excimer est à 193 nanomètres. On se basait sur la visibilité de l'épithélium qui était, quand le laser excimer tirait sur l'épithélium, c'était une fluorescence violette. Alors, une fluorescence bleue, pardon, alors que la fluorescence stromale est violette. On le voit d'ailleurs quand on fait des LASIK avec des capots petits ou décentrés, on voit les spots plus facilement sur l'épithélium que sur le stroma, quand on fait des LASIK. Alors, quels sont les logiciels commerciaux? Il y a cette société qui n'est pas très connue, qui a commencé en 2007, puis la TransPKR, qui a quand même 12 ans chez Schwind, avec en 2000... Voilà, en 2016, un nouveau logiciel qui s'appelle comme ceci, qui correspond à une répartition plus intelligente des spots. En 2018, c'est le nom de la TransPKR sur le laser Halcon EX500 seulement, qui s'appelle Streamlight. Et en 2019, sur le laser Teneo de Bausch & Lomb, la TransPKR s'appelle Transepi. Alors, deux composantes pour l'ablation de trans-PKR. La composante épithéliale qui consiste à enlever tout ce volume d'épithélium sur à peu près 6 mm de diamètre et sur 50 microns à peu près d'épaisseur. Et ensuite, la composante réfractive qui normalement doit se faire dans le stroma, correspondant à l'ablation que l'on fait en LASIK par exemple. Alors le problème, c'est que le volume à enlever en épithélium d'un diamètre de 6 sur une profondeur, une épaisseur de 50 microns dégage beaucoup de chaleur. Donc c'est le problème que les ingénieurs ont dû solutionner. Et à partir de 40 degrés, les études montrent une dénaturation du collagène. Donc, quelle est la solution? Soit mettre du BSS froid, comme le préconisent certains fabricants, pour refroidir la cornée avant de faire le laser, qui permet une plus grande plage d'augmentation de température, ou même en interruption du traitement. Voilà. Une autre solution, c'est les logiciels qui permettent d'espacer les tirs pour ne pas que les tirs soient au même endroit, pour que ça ait le temps de se refroidir entre chaque spot, pour limiter la montée de température. Et ensuite, intégrer ici une pause pendant le traitement pour permettre à la cornée de se refroidir, comme certains constructeurs le préconisent également. Alors, quelles sont les solutions? Vous avez plusieurs lasers. Ce laser qui est très peu connu de chez Ivis. Et on va voir le Smart Surf qui lui permet de faire un traitement d'une traite en appuyant sur la pédale pendant 30 secondes à peu près. Le Streamlight qui demande, comme on l'a vu, de refroidir la cornée avec du BSS conservé au frigidaire. Et le Transepi de chez Bausch & Lomb ne recommande pas de refroidissement préalable. Voilà, alors les algorithmes de distribution, on les a vus tout à l'heure, avec aussi éviter que à chaque point de cornée se refroidisse pendant qu'on tape sur un traitement, une zone plus éloignée. Alors, Streamlight de chez Halcon recommande 10 secondes d'interruption entre chaque composante, entre la composante épithéliale et la composante stromale, comme chez Bausch & Lomb, alors qu'avec le Schwind, on peut faire un traitement d'une traite. Alors, comment contrôler la précision? Quels sont les problèmes que l'on peut avoir pour la bonne exécution du traitement réfractif? Si l'épithélium est plus épais que ce que vous avez tapé sur le programme, vous aurez moins de stroma consommé, donc vous allez vous croyez faire un traitement réfractif sur l'épithélium. Ça engendre quoi? Forcément une sous-correction et une diminution de la zone optique. Si par contre l'épithélium est moins épais que prévu, vous allez faire une PTK sur le stroma croyant être sur l'épithélium et donc vous allez consommer plus de tissu, ce qui n'est pas recommandé sur ces cornées justement qu'on a sélectionnées parce qu'elles étaient peut-être trop fines. Alors il faut savoir qu'en ce qui concerne l'ablation de l'excimer dans l'épithélium, l'efficacité est différente.
Il y a 20% d'efficacité ablative par le laser dans l'épithélium. Pour le même tir, on va ablater 5 microns d'épithélium alors qu'on en ablatera 4 microns sur le stroma. Alors, quelles sont les solutions de traitement? Vous voyez que les deux lasers à droite, Alcon et Bausch & Lomb, font un profil épithélial plat. Alors que sur le Smart Surf et l'autre laser, c'est un profil parabolique, c'est-à-dire plus fin au centre qu'en périphérie. Alors, en ce qui concerne les programmations, vous voyez que Schwind a fait un développement à partir de retours d'expérience. Par exemple, Transepi a fait un développement empirique et Streamlight comme Schwind, comme Smart Surf. Alors, comment se passe la répartition des pulses? Vous voyez ici, par exemple, ce qui change, c'est que chez Bausch & Lomb, il y a le même nombre de pulses entre l'épithélium et le stroma. Alors, autre caractéristique, comme je l'ai dit peut-être ce matin, pour le laser Alcon Streamlight, vous ne pouvez pas faire de presbytie en trans-PKR. Que l'on peut faire avec le laser Schwind et faire donc du trans-surfamax, et en transépi, à la place du supracor, on peut faire du surfacor, c'est-à-dire le même profil de traitement presbyte, mais en surface. Et je rappelle que les ablations étant quand même peu importantes au niveau stromal, on peut supposer qu'il y a moins de régression par moins d'hyperplasie épithéliale. Pardon? Oui, je dis que sur Schwind, tu peux faire de la presbytie en trans-PKR, que j'appelle le trans-surfamax. En supracor, tu peux faire du surfacor, mais tu ne peux pas le faire sur le X500 que tu as, puisque la trans-PKR n'autorise que le wavefront optimas. Tu ne peux pas le faire. Ah, ouais. Il faudrait faire en 2 étapes, mais ce n'est plus du trans-PKR, justement, qui est en une seule étape. Tout à fait. Alors, autre problème douloureux également, vous voyez ici que Alcon et Bausch & Lomb vous demandent un petit financement pour l'utilisation de ce logiciel qu'il n'y a pas sur les autres lasers. Alors, quelles sont les limites de tout ce traitement finalement? On ne connaît pas exactement la prédiction de la repousse épithéliale qui peut perturber les résultats. On ne prend pas en compte l'ablation de la membrane de Bowman dans les calculs, mais est-ce que c'est si important vu son épaisseur? Et on peut également penser dans l'avenir à une modélisation personnalisée de la couche épithéliale. Donc chez la marque Insight, ils ont sorti cette machine qui s'appelle l'ArcScan, qui permet par UBM de mesurer l'épaisseur de l'épithélium. Et l'OCT, qui vous donne également une épaisseur de l'épithélium à 3 microns près, mais en intégrant le film lacrymal puisqu'il n'est pas pris en compte, donc de chez Optovu. Donc on a quand même autant d'épaisseur épithéliale que de topographe. Donc cette société, la première, a sorti ce scanner qui est très insensible au film lacrymal et qui permet de faire, pour ceux qui utilisent le Z-Optics avec Bausch & Lomb, qui permet de faire ici une ablation personnalisée de l'épithélium, et ça pourrait être intéressant pour les kératocones par exemple, si on fait associé à un cross-linking, ou ça c'est une autre partie. Voilà, je vous remercie pour cette partie-là. Merci beaucoup, merci Alain. Tu vas enchaîner la deuxième et puis après. On peut faire des questions. Questions. Alors y a-t-il des questions? Alors oui, pardon. Mais sous quelle forme? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ah d'accord, alors oui. Alors ce que j'ai pas dit, c'est vrai que Schwind a choisi, on imagine qu'une trans-PKR, c'est ablation de tout l'épithélium si possible, correct, et ensuite, pour un myope par exemple, un petit cratère stromal. Mais il est vrai que Schwind, dans la distribution de ses spots, fait sur l'épithélium un cratère, ce qui paraît bizarre quand on y réfléchit, et ensuite, sur cette ablation, il fait l'épithélium. Mais en fait, ça revient au même. Donc voilà, Schwind traite comme ça, alors que Bausch & Lomb ou Alcon font la PTK de l'épithélium comme si on la faisait manuellement, et ensuite, pour une myopie, un cratère stromal. Est-ce que je suis clair?
Je sais pas pourquoi les ingénieurs ont fait ça, ils ont trouvé que c'était mieux, oui. C'est pas plus long, non. Pas plus long que tu fasses le cratère sur l'épithélium, puis ensuite un profil PTK sur épithélium stroma, ou que tu fasses la PTK, puis le cratère, ça revient au même. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Quand vous avez un Schwinn, vous appuyez sur la pédale et vous ne savez même pas qu'il fait comme ça. Question de David. Alors, moi, je mesure l'épithélium toujours à l'OCT, sachant, surtout en presby, sachant qu'on a une erreur de 2 à 3 microns, je rajoute 5 microns pour être sûr, même si je consomme un peu de stroma, pour être sûr que j'ai enlevé tout l'épithélium, surtout en presby. Et finalement, maintenant, je le fais pour tout le monde. Parce que je rajoute 5 microns à la valeur OCT, pour être sûr d'avoir enlevé tout l'épithélium. Donc je fais ça systématiquement, surtout qu'on fait des fois des trans PKR sur des cornets à 520, 530, et on n'est pas forcément à 450. Oui. Excuse-moi, c'est la suite de cette discussion. Donc que l'épithélium soit mesuré, évalué, supposé. Après, PEROP, on n'a aucune idée de l'épaisseur de l'épithélium avec la bétadine, l'oxybule, ça va vraiment changer, non? Ah, tout à fait, oui, on se base sur une impression visuelle, on met une goutte d'oxybu, la bétadine on l'a mis bien avant, elle est partie, et il faut visuellement imaginer que l'épaisseur de goutte n'est pas trop élevée, parce que les premiers spots vont tirer sur de l'eau et la faire comme un caillou sur une chaussée. L'œdème est tout à fait, il y a une gestuelle, même quand tu mets ton blépharostat, tu peux faire un ulcère cornéen, et dans ce cas-là, c'est terminé pour la transpécaire. Mais c'est vrai qu'il y a un petit jeu, une petite expérience. Donc c'est comme toujours, on vend ça pour que ce soit très très simple et très facile, et okay. Ça peut être très compliqué aussi. Oui, la question du timing est très importante. Tu passes à la communication suivante maintenant? Sur les profils personnalisés. Sur les profils personnalisés. Donc là, ça n'a rien à voir avec TransPKR ou LASIK, ça peut être en trans-PKR, en PKR ou en LASIK, les profils d'ablation personnalisés par les lasers. Voilà, alors le problème c'est de corriger une amétropie par action sur la cornée en ablatant la bonne quantité de tissu pour récapituler. Donc dans les ablations personnalisées, on va passer du prêt-à-porter au sur-mesure. Et donc on va prendre l'exemple, pour moi c'était plus facile de faire cette présentation sur ce laser, le Wavelight EX500. Qui s'appelle plus Wavelight, d'ailleurs il s'appelle le EX500 de chez Alcon, c'est le modèle 500 Hz après le 400 Hz. C'est celui qui a la gamme de traitement la plus complète et vous le voyez ici connecté dans la suite réfractive avec le FS200, le Femtosgond 200 Hz. Donc l'application basique que vous connaissez tous, c'est de corriger le défaut réfractif et ensuite se baser sur les données de la kératométrie, ce que ne font pas tous les lasers, sur les 3 mm centraux. Donc l'idée, c'est de modifier la courbure de la cornée en enlevant un volume, par exemple en LASIK, un volume de stroma, suivant des calculs qui s'appellent la formule de Munerlin. Alors, une autre possibilité de traitement personnalisé qui s'appelle le WFO, le Wavefront Optimize, c'est le nom du logiciel que vous utilisez sur le laser EX500, qui va prendre, au lieu de prendre des données chiffrées en dioptrie, qui va prendre le défaut réfractif transformé en aberration Z3, Z4, Z5 des polynômes de Zernicke, plus la kératométrie. Pourquoi? Et tous les lasers ne le font pas. Quand un spot va tirer au centre, il va arriver perpendiculairement, et quand il va arriver sur les bords, il va taper en oblique. Vous imaginez qu'au lieu d'arriver un rond, il va arriver une ellipse. Et ce laser compense ceci en connaissant la kératométrie, en augmentant le nombre de tirs. Il ne peut pas changer l'affluence, c'est-à-dire la puissance du laser. En 2 secondes, ce n'est pas possible. Donc en augmentant le nombre de tirs, ce laser compense la forme de la cornée. Ça, c'est intéressant à savoir. Alors, on peut encore rajouter, pour compliquer dans les ablations personnalisées, après correction du défaut réfractif de la kérato, rajouter la sphéricité cornéenne. Donc le modèle sphérique, une cornée n'est pas une sphère. Une cornée peut être décrite comme une ellipse. Et donc c'est ce modèle asphérique que vous connaissez et le facteur Q dont vous avez entendu parler ce matin dans le traitement de la presbytie. Je vous rappelle que le facteur Q est un facteur de forme de la cornée dont la valeur est donnée par un topographe. Par exemple, le Pentacam vous donne tout de suite sur la première photo la valeur du facteur Q. Alors que d'autres machines comme l'Orscan nécessitent de faire défiler 3 écrans avant de l'obtenir. Donc le facteur Q est simplement un facteur mathématique d'une ellipse. Et donc ce traitement
qui s'appelle Custom Q, puisque vous customisez le Q. Vous pouvez l'utiliser pas forcément en presbytie, mais en traitement standard. Et les résultats ont montré un meilleur contrôle de l'asphéricité post-op. Vous ne voulez pas, par exemple, pour un myope de -10, vous savez qu'un traitement standard, comme il y a 20 ans, donnait des aberrations sphériques, des aberrations de sphéricité, parce que vous avez rendu la cornée sphérique et vous voulez qu'elle reste asphérique comme elle est naturellement. Le A privatif. Donc, en contrôlant cette aspéricité post-op et en induisant moins d'aberrations sphériques sur ces patients, par exemple myopes forts, vous avez de meilleurs résultats. Et c'est par ce facteur Q que vous utilisez, comme on vous a expliqué ce matin, que vous utilisez pour le traitement de la presbytie, avec des facteurs Q négatifs, le Q-1, qui entraîne de l'aberration sphérique et donc l'augmentation de la profondeur de champ, comme vous a expliqué Nicolas Lutran ce matin. On va compliquer encore maintenant les choses dans les profils personnalisés. On corrige le défaut réfractif, on tient compte de la kératométrie à cause de la forme de la cornée, comme on l'a dit, de la sphéricité de la cornée quand on veut faire un traitement comme le plus asphérique possible, ne pas sphériciser la cornée, et donc se baser sur la topographie. Donc, ça s'appelle le TopoLink. Et donc, le topographe connecté à l'EX500, il n'était pas connecté sur le WaveLight 400. C'est le TopoLaser que vous voyez à droite, qui est vendu par Alcon, mais fabriqué par une autre société. Et suivant la topographie d'élévation, donc, vous avez la décomposition du Zerniquet. Alors le Zerniquet n'est pas forcément de l'abérométrie. Ça peut être un topographe qui vous donne des polynômes de Zerniquet pour la cornée, à bien comprendre. Donc initialement, ce traitement avait été développé pour les cornées irrégulières. Et ça s'appelle le protocole Contoura, qui est très ancien, et le nom n'est pas très connu, mais ça fait longtemps que ça existe. Et on s'est rendu compte dans l'étude FDA qui voulait analyser ceci, que c'était supérieur au traitement classique pour les cornées vierges. Voilà. Alors maintenant, pour encore aller plus loin, défaut réfractif, kératométrie comme on l'a vu, asphéricité cornéenne est maintenant basée sur l'abérométrie, c'est l'abérolink. Dans ce cas-là, vous connectez le laser à un abéromètre, vous avez un front d'onde oculaire, et c'est dans les fronts d'onde d'abérométrie que vous connaissez la décomposition de Zerniquet, mais là c'est une décomposition de l'œil entier, c'est-à-dire les aberrations globales de l'œil, cornée, cristallin, global, et non uniquement cornéenne comme sur le topographe. Donc, ce traitement par abérométrie abérolink donne un gain de qualité de vision et qui est optimal, qui est le mieux pour les patients qui ont des aberrations HOA, High Order Aberration, des aberrations de haut degré, c'est-à-dire en 4e ligne du triangle de Zerniquet supérieur à 0,3 microns. Et pour terminer, correction du défaut réfractif et de la tomographie. Là, on va prendre la cornée entière. C'est ce laser qui permet de faire ceci connecté avec cette machine qui s'appelle Precisio, alors Precisio 2 parce qu'il y avait le Precisio 1, qui mesure la puissance totale de la cornée par une méthode de ray tracing. Et ça va sortir chez Alcon. Et enfin, avec une machine qui est comme un pentacam, qui fait une échographie, donc ça s'appelle le pentacam AXL Wave, Wave pour échographie. Donc vous allez avoir quasiment tout, il va nous manquer que le cristallin. Vous avez l'élévation en hauteur de la partie antérieure de la cornée et de la partie postérieure dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, la longueur axiale, à partir la profondeur de champ antérieur à CD. À partir de là, ce n'est pas mesuré, malheureusement, vous assimilez la face postérieure asphérique du cristallin. À partir de ça, vous reconstruisez par ce qui s'appelle le ray tracing. Vous verrez la traduction pour avoir le front d'onde de l'œil que vous voulez corriger. Et à ce moment-là, vous envoyez avec votre laser piloté par le front d'onde un traitement maximum. Voilà, ça c'est prévu pour la fin de l'année. Et en perspective, une fois qu'on a vu tout ça, est-ce que c'est l'aboutissement ? Ou est-ce que le futur passera par un changement de technique? Nous verrons bien l'année prochaine. Merci beaucoup Alain pour ces magnifiques présentations, comme d'habitude, très riches. Et maintenant, nous allons donner la parole. Nous avons l'honneur de recevoir